Quand je suis arrivée sur ces terrains au Kazakhstan, plusieurs problèmes se sont posés. D'abord, pour les personnes et pour les bergers qui m'accueillaient, j'arrivais littéralement d'une autre planète. C'était pour eux totalement étrange, alors que pendant, disons, la longue période soviétique, on leur avait dit qu'ils étaient sans culture, qu'il fallait absolument leur apprendre des choses à l'école et que globalement ils vivaient de manière très frustre et qu'il fallait qu'ils changent leur mode de vie. Euh, que quelqu'un vienne en leur disant moi ce qui m'intéresse c'est votre mode de vie dans les yourtes, c'était pratiquement pas audible en fait. Donc dans un premier temps, ils me disaient tous mais tu sais, tu vas rien apprendre avec nous, tu dois retourner en ville, tu dois aller dans les bibliothèques. Là-bas, ils savent. Là-bas, il y a ce que tu cherches. Donc il a fallu quand même du temps, beaucoup de temps, pour qu'on s'apprivoise. Je dis souvent que la relation ethnographique, c'est d'abord et avant tout, en effet, une relation comme le renard et le petit prince. Il faut prendre beaucoup de temps pour s'apprivoiser. Ça, c'était un des premiers problèmes. Le second problème, c'est que comme j'étais passée par l'Académie des sciences pour avoir une invitation et donc un visa et donc des autorisations pour pouvoir travailler là, quand j'ai voulu partir sur le terrain, le collègue de l'Académie des sciences m'a dit ok, c'est possible, mais tu dois être accompagné. Et donc j'ai rencontré deux jeunes personnes qui étaient, paraît-il, chercheurs et dont je trouvais qu'ils avaient plus des allures de personnes qui allaient venir simplement rendre compte de mes faits et gestes. Et, et du coup, je me suis enfuie de la ville sans prévenir personne, en fait, globalement. Ce qui n'était sans doute pas très malin non plus, mais j'avais pas trouvé d'autre solution pour ne pas avoir à arriver sur le terrain avec des gens qui apparaîtraient comme des contrôleurs, à minima des contrôleurs. Hein. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était vraiment juste la transition, indépendance du Kazakhstan en 1991, et donc un système soviétique complètement en place encore et qui a mis quelques années à se dissoudre, mais surtout des pratiques qui étaient celles de la suspicion tout le temps. Hein. Donc, pas très facile de trouver son chemin à travers ça. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que ces bergers m'ont accueilli sans vraiment non plus me donner... Enfin, c'était très étrange pour eux, mais ils ne m'ont jamais suspecté d'être une figure d'espion. Pas du tout. Hein. Ça, c'est apparu plus tard, au moment où je travaillais avec un Barksi, avec Kouat, dont je parle aussi dans mes écrits, et où là, la police a débarqué pour soi-disant réquisitionner mes cahiers et surtout avait bien la ferme intention de m'emprisonner. Et donc là, ça a été toute une histoire où les villageois m'ont caché de maison en maison pendant plusieurs jours en disant ok, maintenant il faut faire profil bas en attendant que ça se tasse. Et puis petit à petit, dans cette délégation de policiers qui était arrivée pour réquisitionner mes cahiers et voir ce qui se passait là, euh, deux étaient kazakhs et tout de suite ont compris que Kouat était quelqu'un qui avait de la puissance, non pas du pouvoir mais de la puissance,
et que ça pourrait être potentiellement dangereux pour eux. Mais le policier russe, lui, enfin russe du Kazakhstan, il ne voulait pas comprendre cette logique-là. Donc il restait dans sa manière de voir qui était, voilà, un peu comme dans le désert des Tartares, là, enfin je vais mettre la main sur l'espion que je cherchais depuis le début de ma carrière. Et donc, lui, il a beaucoup, beaucoup insisté. Mais donc, j'ai été cachée et petit à petit, je ne sais pas exactement comment ça s'est négocié, comment ça s'est passé, mais les deux personnes qui étaient dans les deux policiers qui étaient dans cette délégation officielle, les deux policiers kazakhs ont réussi à convaincre l'autre qu'il fallait lâcher prise. Et alors, la chute de l'histoire est très drôle parce que la fille de ce policier russe est tombée gravement malade et elle est venue nous chercher, enfin, il est venu nous chercher, Kouat et moi, pour soigner sa fille par la suite. Donc, une inversion complète de la situation, mais ça a pris un petit temps. C'est le seul moment où j'ai été considérée un peu comme une figure d'espionne dangereuse. En plus, j'avais laissé tous mes papiers officiels en ville, donc j'avais pas trop de papiers à présenter. Enfin, c'était une histoire un peu loufoque, mais pas plus de danger que ça. Mais auprès de la communauté de bergers, je suis très vite apparue comme quelqu'un qui était effectivement intéressé par eux. Et j'étais partie à l'époque avec aussi pour ce premier terrain avec mes deux enfants et le père de mes enfants qui lui parlait quand même très bien russe. Moi, j'avais fait un an intensif de russe avant de débarquer sur ce terrain où, à l'époque, c'était encore les amitiés belgo-soviétiques qui se sont peu à peu transformées, bien sûr, en d'autres types d'écoles et de cours. Et donc, j'avais une compréhension de ce qui se disait en russe, mais très vite dans la yourte, il est apparu que notamment les femmes ne parlaient pas vraiment russe et que tout le monde parlait kazakh. Et donc j'ai appris le kazakh sur le tas, c'est-à-dire au fond des yourtes, dans les discussions, peu à peu, lentement. Il n'y avait pas de cours de kazakh en Belgique à cette époque, ni de cours de langue d'Asie centrale. Et j'avais pas non plus vraiment le temps de pouvoir aller suivre éventuellement des cours à l'INALCO à Paris, étant donné toute ma situation familiale et professionnelle. Donc je devais à chaque fois prendre des raccourcis et trouver des moyens rapides et pratiques d'avancer dans ces langues. Langues qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, hein. D'un côté, on est dans un univers slave, bon, comme tout le monde sait, et puis de l'autre, c'est une langue turco-mongole avec pas mal de mots persans quand même, de mots empruntés, et donc une structure de langue aussi radicalement autre. Donc oui, ça a été rude, cet apprentissage du kazakh. Mais bon, j'ai réussi à atteindre un niveau qui m'a permis à la fois de comprendre les gens et de pouvoir quand même parler, en tout cas, de la vie quotidienne avec eux, hein. Je ne possède pas le kazakh pour vraiment traduire des poésies ou les grandes épopées, mais je peux tout à fait m'en sortir dans la vie quotidienne. Je les ai rencontrés donc, et notre première rencontre est assez symptomatique de tout ce qui a suivi, alors qu'ils étaient en transhumance. Au bord de la rivière, ils avaient fait une halte au pied de la montagne avant d'entrer vraiment dans la montagne et dans les pâturages dans lesquels nous avons vécu par la suite. Et je m'étais dit naïvement, j'étais allée là avec la fille de l'ami russe ou qui est devenue amie ensuite et qui m'avait introduite auprès de ce directeur de kolkhoz. Et je m'étais dit naïvement, comme je suis une femme, ils vont me catégoriser comme une femme certainement. Et donc, histoire de limiter les dégâts, je vais simplement imiter les gestes des femmes ou en tout cas leur proposer mes services dans ce qu'elles sont en train de faire.
manque de chance, il n'y avait que des hommes en transhumance à ce moment-là, et donc pas vraiment le moyen de prendre ce type de posture. Donc je limitais mes gestes, je limitais ce que je disais, je faisais vraiment attention à tout en me disant je suis en train de jouer là mon entrée, avec une grande conscience de je suis en train de jouer là mon entrée sur le terrain. Et si ça marche pas, je pourrais tout recommencer à zéro autre part, vraiment. Et donc, ils ont préparé, et ils m'ont raconté ça par la suite. D'abord, ils étaient très gênés du fait que toute leur vaisselle était très sale parce qu'ils étaient en transhumance. Et donc, ils ont commencé à sticker leur casserole avec le sable et les graviers de la rivière qui était à côté pour pouvoir préparer un repas, parce que c'est le minimum de l'hospitalité, hein, offrir un repas. Et donc, pour eux, c'était une charge énorme, en fait, mon arrivée là au milieu de nulle part, et ce qui prouvait bien finalement que le directeur du kolkhoz, bien qu'il soit kazakh, était à très grande distance du mode de vie des bergers des logiques de transhumance et du reste. Hein. Il y avait une ignorance complète des modes de vie des uns et des autres, vraiment. Et donc il me prépare un repas, enfin il nous prépare un repas, et bien sûr, pas de couvert, pas d'assiette, donc tout le monde pioche dans la casserole. Et donc je pioche aussi. Mon entrée sur le terrain a tenu au fait que j'ai pioché et mangé avec mes doigts. C'est-à-dire que par la suite, Otonche, mon berger, c'est-à-dire mon frère aîné kazakh, puisqu'il m'a donné une position dans son lignage de sœur cadette, m'a raconté bien des années après, tu sais, si en plus tu n'avais pas mangé avec tes doigts, j'aurais dit au directeur du kolkhoz que ça n'était pas possible. Donc parfois on ne se rend pas compte hein, à quoi tient un terrain, mais c'était vraiment un fil très 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 fin qui aurait pu se casser n'importe quand. Et donc voilà, premier terrain, il s'installe dans les pâturages et j'installe ma yourte à côté de la leur. Je n'avais pas osé arriver directement avec ma famille dans leur yourte, en me disant ça fait une charge énorme, mais encore une fois, c'est de l'incompétence totale, c'est-à-dire que souvent, je dis que c'est gaffe par gaffe et incompétence par incompétence que petit à petit on entre dans un terrain et que finalement on apprend à limiter les dégâts, mais dans ma volonté de bien faire, je n'ai fait que des erreurs en fait. C'est ce qui est quand même a posteriori assez intéressant, mais qui m'a appris beaucoup de choses évidemment sur cette société. J'avais pas du tout anticipé le fait que ouvrir un nouveau foyer par l'intermédiaire du chanrak, de la roue sommitale de la yourte, dans un pâturage, c'était pas quelque chose qu'on décidait comme ça. On ne construit pas une cabane au fond d'un jardin pour jouer aux Indiens. C'est pas du tout ça la perspective. Et donc pour eux, ouvrir un nouveau foyer dans un pâturage demande toute une série de rites, de négociations avec les figures d'esprit et les invisibles qui sont devenus vraiment des sujets à part entière de mes recherches à travers le temps et qui finalement m'ont aidé à aboutir à mon bouquin sur les invisibles. Et à ce moment-là, c'était une charge énorme pour eux de devoir gérer une yourte en plus, en fait. Mais moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et donc oui, ils ont eu cette générosité incroyable d'accepter de construire ma yourte à côté de la leur. Donc cette yourte en soi, c'est toute une histoire aussi, puisque moi je ne possédais pas de yourte, donc il fallait en trouver une localement. Donc grâce à cet ami russe, j'ai réussi à louer une yourte à quelqu'un qui ne l'utilisait plus. Mais encore une fois, dans une méconnaissance complète de l'état de ces habitats, et notamment des productions soviétiques qui étaient de très très mauvaise qualité, j'avais pas anticipé du tout que cette yourte allait prendre l'eau de toutes parts. Donc c'était en fait vraiment, on était avec mes enfants vraiment sous la pluie, si je puis dire. Donc il a fallu redescendre parce qu'on était quand même en gros 6 heures de piste et plus ou moins
suivant la rapidité du marcheur, entre 1 heure et demie et 3 heures de marche du lieu où on était dans ce pâturage d'été. Et donc établir une nouvelle yourte dans un pâturage, c'est pas quelque chose d'immédiat et d'évident. Et j'avais pas du tout anticipé ça. J'avais surtout pas anticipé la charge de travail. D'abord tout simplement dans le transport, puisqu'on peut pas, on n'accédait pas à ces pâturages directement avec les camions du kolkhoz qui transportaient le matériel. Donc il fallait charger les chevaux avec tout le matériel pour la yourte qu'on allait habiter et faire des allers-retours parce que pas suffisamment de chevaux et puis d'autres yourtes étaient à transporter. Donc déjà simplement dans l'accès au pâturage et le transport, c'était déjà beaucoup de travail. Euh, la deuxième chose, c'était choisir un emplacement pour la yourte. Et normalement, c'est la femme de cette yourte, la maîtresse du foyer, qui choisit l'emplacement. Mais moi, j'étais totalement incompétente dans ce type de tâches. Et donc, il fallait bien sûr que Nour Jamal choisisse l'emplacement à ma place. Et puis après, toute la construction qui est quand même, encore une fois, une affaire de femme extrêmement sophistiquée. Et tout ce qu'on doit offrir aux présences et aux habitants des lieux avant de pouvoir, donc toute une logique rituelle à mettre en place pour avoir la possibilité de construire son habitat à cet endroit-là. Et tout ça, ils l'ont fait, encore une fois, avec une générosité, une ouverture, une bienveillance remarquable, sans jamais me faire remarquer mon incurie, en fait. C'est ce qui est totalement incroyable, quand même. Je, je débarque de la planète Mars, je ne connais rien, et ils font tout pour moi sans rien demander en échange, fondamentalement. C'est d'une générosité absolument incroyable, vraiment. Euh, Ce qui était aussi tout à fait fascinant, c'était que, bien évidemment, une yourte, enfin toutes les yourtes du pâturage ne peuvent pas se construire rapidement. On arrive au milieu de l'après-midi, on n'a pas le temps de tout construire. Donc on construit une yourte le mieux possible pour abriter tout le monde pour la première, voire les premières nuits avec tous les impondérables du temps, d'un cheval qui est tombé quelque part, d'un autre qui a tel ou tel type de problème. Et donc, ça dure, l'installation, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts immédiatement. En plus, lors de la montée de cette transhumance, tout était vraiment hyper concentré pour moi devant nous, donc nous étions nous dans un camion euh, du kolkhoz. Devant nous, un cavalier chute, dérape avec son cheval et sa jambe est coincée entre le rocher et son cheval. Double fracture ouverte. Fort heureusement, si je puis dire, j'étais là. C'est-à-dire que de par mes connaissances de mon premier métier, de ma première incarnation, j'ai pu lui faire une attelle et, je leur ai dit à ce moment-là, on ne discute pas, on redescend immédiatement, il faut l'opérer, on n'a pas le choix. Donc on est redescendu, je les ai accompagnés en laissant tout là, mes enfants, tout, la yourte qui était à construire, tout. On est redescendu donc c'était loin, hein, jusqu'au premier euh, hôpital qui pouvait le traiter. Et par la suite, le chirurgien a dit que fort heureusement, ça avait sauvé sa jambe en fait. Et donc, cette arrivée était assez dramatique pour l'ensemble des bergers qui étaient là, et surtout dramatique pour la femme de ce berger qui se retrouvait, elle, seule, avec deux petits-enfants aussi, à devoir construire sa yourte globalement sans l'aide de son mari et d'aide berger qui aurait dû être là avec elle. Donc
je suis remontée et entre-temps, ils avaient tous tout abandonné pour aider cette femme et construire prioritairement sa yourte qui avait été finalement mal construite par un aide-berger qui avait pas mis, et là j'ai appris plein de choses du coup, hein, c'est souvent dans les situations comme ça un peu dramatiques ou qui dérapent que tout à coup l'essentiel surgit. Et l'essentiel là était que le chanrak, la roue sommitale, qui est un cercle avec une croix de bois au milieu qui a plusieurs branches, devait être totalement aligné avec la porte, avec le seuil. Et cette yourte avait été montée de travers et ça n'était pas aligné. Et pour cette raison-là, personne ne voulait habiter là, et certainement pas la bergère qui pourtant était seule avec ses deux enfants et se retrouvait vraiment à ciel ouvert, si je puis dire. Et donc il a fallu, là, en catastrophe, en pleine nuit, reconstruire cette yourte tous ensemble pour que ce soit aligné et qu'il n'y ait absolument aucun danger pour ce foyer. Pourquoi? Parce que la logique communautaire est à l'œuvre, c'est-à-dire que si le danger, le malheur, le mal et la maladie, et ça avait commencé par la fracture de jambe du mari, qui était déjà vraiment un malheur, et là les malheurs étaient en train de potentiellement s'accumuler. Si ça s'accumulait dans ce foyer, alors tous les autres foyers du pâturage allaient être atteints. Donc j'ai compris là, par la suite, en reprenant bien sûr mes cahiers d'ethnographe, c'est-à-dire qu'au moment même, je consignais tout sans essayer de trop comprendre ce qui était en train de se jouer, mais vraiment tout de manière systématique. C'est notre outil, c'est notre seul véritable outil de travail, hein. Euh, et je n'avais pas toutes les technologies que nous avons aujourd'hui ou que les jeunes ont aujourd'hui sur les terrains, avec les multiples objets qui permettent d'enregistrer. Tout ça n'était pas possible. J'avais pas accès à l'électricité. J'allais pas transporter avec moi de quoi produire de l'électricité. C'était beaucoup trop lourd. Ça n'avait aucun sens. Personne n'avait ça dans les pâturages. Enfin, donc mes seuls outils étaient vraiment cahier, crayon, voire stylo, mais essentiellement crayon pour m'assurer qu'il n'y ait pas de panne vraiment à un moment donné. Et donc, j'ai consigné beaucoup, 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 et c'est en revenant ensuite en Belgique que je me suis rendu compte des enjeux de la construction de l'habitat, que cette hutte de feutre soit construite dans le bon sens, pas parce que nous étions entre nous, mais parce que d'autres en permanence intervenaient dans la vie quotidienne de ces personnes. Et ces autres sont devenus des acteurs à part entière, donc ces invisibles, de mes différents terrains, et ce pendant de très nombreuses années.